Cyril, lorsque nous nous sommes rencontrés en 2007, compte tenu de ce qui s'était passé à l'UTE en 2001, et à ce projet de norme que vous trouvez en 2004 avec Jean-Pierre Denonin, projet que j'ai demandé sans succès à ce même UTE, vous vous souvenez, vous m'avez dit avoir exploré les méandres des organismes mondiaux de normalisation dès 2005. Vous pouvez m'en parler un petit peu? Oui, quand Jean-Pierre est tombé très malade, et enfin il est décédé en 2005, malheureusement donc le projet était un petit peu en roue libre, et donc j'ai commencé à explorer tous ces organismes. Sur le papier, effectivement, lorsqu'on voit ça, ça paraît... Pas d'objection particulière. Pas d'objection particulière. Mais comme nous avons eu un petit souci quand même avec l'UTE, enfin plusieurs petits soucis, je commence à regarder la composition de cet organisme, l'UTE. Donc je m'aperçois que l'UTE est composé principalement d'une dizaine de membres. Ici, encore une fois, rien à signaler. Non, rien à signaler. Donc par contre, ce que je fais, je regarde la FIEEC, cette puissante fédération. Là, je trouve une vingtaine d'organismes, donc CRC, qui est aussi membre de l'UTE, donc il faut le souligner. Puis je trouve JMELEC, le groupement des industries de l'équipement électrique, du contrôle-commande et des services associés. Donc, ce que je fais, je regarde maintenant ce qu'il y a dans JMELEC, et je trouve bien évidemment la majeure partie des industriels français, mais aussi pas mal d'industriels étrangers. Alors déjà, ce que je remarque, c'est que toutes les entreprises avec qui notre dossier aurait pu aboutir s'il n'y avait pas eu des éléments extraordinaires qui étaient venus contrarier tout au dernier moment, ne font pas partie de cet organisme. Organisme JMELEC. Voilà, c'est ça. Aucune. Donc toutes celles qui vous ont fait les difficultés. Ensuite, on voit que JMELEC entretient des partenariats avec des organismes européens et des organismes professionnels français et européens. Ce qui n'a rien d'anormal, bien évidemment. Sauf que là encore, un de ses partenaires va nous réserver une mauvaise surprise en 2007. Puis on voit arriver l'UIMM, l'Union des industries des métiers de la métallurgie. En effet, JMELEC est adhérente de la FIEEC, qui est elle-même adhérente à l'UTE, et la FIEEC est aussi adhérente de ce syndicat UIMM qui fit parler de lui aussi en 2007. Et donc en 2007, c'est l'histoire de la fameuse caisse noire. Voilà, la caisse noire de plusieurs centaines de millions d'euros. Je remarque aussi qu'il y a beaucoup d'adresses de ces organismes rue Hamelin. Ça paraît plus que troublant tout ça. Et cette Fédération française des installateurs électriciens, vous la connaissez sans doute? Pas directement sur le terrain. À propos de ces organismes de normalisation, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? A priori, il semblerait que ce soit avant tout les grands fabricants qui... Les industriels eux-mêmes qui font les normes. Ouais, visiblement c'est eux qui fabriquent les normes.
C'est comme des poupées russes, on ouvre quelque chose, on sort d'autre. Ce qu'on finit par comprendre, c'est qu'en fait, tous les industriels se côtoient tous, fatalement. Hein. D'abord, à travers les organigrammes, les associations, les fédérations, les syndicats, les groupements, enfin tout ça, les partenariats, donc tout le monde, voilà. Bien évidemment, nous on pense à ce que nous a dit l'industriel français en 2000, on s'entend tous, les Français sont tous entendus pour sortir cette technologie américaine, etc. Et puis ensuite, l'autre Français toujours en 2000, on refait la norme 1915, donc là on peut comprendre qu'effectivement, on peut mieux comprendre ce qui peut se passer. Oui. S'il y avait, ça l'est d'autant plus parce que s'il y avait une autre solution qui était en route au pire, ou qui était adoptée ou qui était lancée par des sociétés en France, tout ça, on aurait quand même droit, nous, à exister, ne serait-ce que par le simple jeu de la concurrence. Or là, on a l'impression que c'est l'omerta, on n'a pas le droit on a l'impression que nous n'avons pas le droit même de parler de ça, quoi. Ça paraît, c'est absolument incroyable. Cyril, vous m'avez dit que la société d'assurance avec qui vous étiez en contact épisodiquement depuis 2001, celle qui vous avait mis en relation la même année avec Jean-Pierre Denonain, et qui avait estimé 3 ans plus tard, donc en 2004, que la technologie supprimerait les feux les plus destructeurs et les plus meurtriers, et qui n'avait rien fait. Parce qu'elle n'avait pas de structure adaptée à l'époque, enfin ce qu'elle nous avait dit, quoi. Oui. Et elle vous indique qu'elle a dorénavant une structure adaptée avec une filiale en Amérique du Nord. Là, ça va être assez grandiose, parce que cette compagnie nous dit qu'elle a une structure adaptée, qu'elle a une filiale en Californie. Chaque fois, tout est validé, avec enthousiasme, semble-t-il. Évidemment, pour une compagnie d'assurance, soutenir un produit qui supprime 80% des feux d'origine électrique, etc., donc ça peut être très très intéressant en termes d'image, bon, c'est évident, dans le meilleur des mondes, bien sûr. Les bases pour un partenariat sont un petit peu avancées, oui. Voilà. Et surtout le partenariat nous permet effectivement enfin de lever des fonds et puis de pouvoir travailler. Bien sûr. Avec la compagnie d'assurance, le dossier donc qui avait été validé, ça remontait à tous les étages. Et on s'est retrouvé vraiment au niveau d'un plus haut groupe d'une compagnie d'assurance, là où il y avait donc tous les dirigeants principaux étaient présents.
Et on se retrouve au plus haut niveau donc, de cette compagnie. D'ailleurs, il n'y a pas qu'une compagnie d'assurance, il y en a plusieurs. Paris. À Paris. Qu'est-ce qui se passe après cette réunion? À la fin de cette réunion, le président du comité nous a amenés jusqu'aux ascenseurs. J'ai félicité, le dossier allait démarrer, etc. Je suis dans le TGV, j'ai un message d'un des directeurs qui est là, qui dit qu'on va se réunir très très rapidement avec un organisme professionnel avec qui cette compagnie d'assurance a un partenariat. Oui, c'est à l'appareil. Juste, je voulais vous faire un retour officiel. Donc, on a décidé en fait de vous faire rencontrer la direction marketing et la direction technique de puisque, ce que je vous avais dit un petit peu, hein, dans le cadre des accords, c'est tout logique que ce soit. Donc, on va organiser ça très prochainement. Donc, vous devez avoir une réunion avec l'organisme professionnel partenaire de cette compagnie d'assurance et la compagnie elle-même. C'est ça, très rapidement. Et en même temps, cet organisme professionnel, je connaissais, on avait été en contact avec son président. J'ai fait une lettre de soutien, même à l'époque, tout ça. Je l'appelle. Et il me dit, je viens juste de finir mon mandat, c'est plus moi. Et j'appelle le nouveau président pour lui expliquer la même chose. Et donc là, il est beaucoup moins... Enfin, il semble... Je sais pas, il m'a jamais rappelé. Jamais recontacté. Jamais recontacté. Donc, vous devez avoir une réunion avec un organisme professionnel partenaire de cette compagnie d'assurance et la compagnie elle-même. Tout à fait. Qui avait-il là-bas? De mémoire, il devait y avoir 2 directeurs marketing, communication de la compagnie d'assurance. Donc, directeur marketing, directeur technique, chef de produit habitation. Des responsables techniques, enfin c'est intéressant. Et donc eux ce qu'ils disent, c'est que effectivement ce que l'on dit, enfin c'est pour ça qu'on est là, on supprime bien les feux d'origine électrique, les plus insidieux, etc. Ils ont aussi parlé d'un dispositif capable de détecter les arcs. Et il y en a un qui parle d'un détecteur d'arc aux États-Unis en disant il y a bien quelque chose, mais en fait il a l'impression de dire que ça ne sert à rien. Et donc il dit clairement à propos de notre innovation, il n'y a que ça. Donc, si on veut supprimer l'incendie d'origine électrique, de toute façon, il n'y a que ça. Voilà. Le représentant de cet organisme professionnel, ce jour-là, semblait, mais franchement, complètement absent, comme si, je sais pas, on se demandait ce qu'il était venu faire là. Et effectivement, ce qu'il y a de remarquable après tout ça, c'est pour ça que c'est quand même, après tous ces on n'aura quasiment aucune suite avec cet assureur. Vous pouvez les préciser? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait passer, ils nous ont appelé pour dire qu'ils allaient faire passer, avant notre dossier, une entreprise, un projet sur des fuites d'eau, enfin bon. On va nous expliquer que le dossier va prendre un certain retard parce qu'il y a un autre dossier apparemment innovant sur des fuites d'eau, de mémoire. La compagnie qui possède votre dossier depuis 7 ans, ça fait 8 mois qu'ils tournent encore autour du dossier, et ils font passer un autre dossier avant. Voilà, c'est ça. Enfin, on nous l'a déjà fait tout ça, donc voilà quoi. Et peut-être aussi pour vous détourner des États-Unis. Oui, donc comme on croyait évidemment qu'à moitié à une heureuse issue avec cet assureur, donc je continue à chercher aux États-Unis. Vous m'avez alors parlé d'une chaîne d'événements bizarres. Est-ce que vous pouvez préciser? Je trouve une publication sur un site associatif, il me semble, d'une grande compagnie française, une publication technique évidemment, qui est exactement dans le cœur de ce que l'on peut imaginer. Qui elle-même est aussi présente aux États-Unis. Oui, bien sûr. Et donc je vois cette publication.
trouve que c'est vraiment très intéressant, donc j'adresse le lien de cette publication à un ingénieur nord-américain. La publication a disparu. Alors là, ça m'a un peu interloqué quand même. Ça peut être une coïncidence. Oui, alors soit c'est effectivement c'est un pur hasard, mais enfin, sur ce sujet-là bien précis, et ce qu'on cherche c'est bien particulier, donc on trouve et ça disparaît, soit soit je me dis que peut-être que je commence à imaginer que peut-être je suis tracé sur Internet, voilà, quoi, sans être paranoïaque, on peut se poser la question. Vous avez eu des soucis avec l'informatique aussi? Ah oui, j'ai eu des soucis, oui, j'ai eu des virus, des rootkits, enfin j'ai eu la totale, quoi. Plus de lignes de téléphonique. Donc au bout de quelques temps, voyant que ça ne revient pas, j'appelle les services. Ils me font voir, effectivement, ma ligne était arrachée d'un boîtier au poteau. Donc un poteau en hauteur, évidemment, voilà. Donc c'est quand même bizarre, quoi. Il y avait plusieurs lignes d'arrachées? Non, il n'y avait que la mienne. Ça correspond à la publication qui disparaît, au virus, machin, tout ça. Je leur demande si il y a d'autres personnes de leur compagnie qui est intervenue là. Bon, c'est peut-être une fausse manip, quoi. Et ils me disent, donc ils appellent leur société et ils me disent non, personne n'avait été là le jour où j'ai pris le téléphone. Et quelle est cette compagnie? Alors c'était ETE. Ce sont les seuls à intervenir sur le secteur? Ce qu'ils m'ont dit, oui, c'était les seuls à intervenir, oui. Et ça irait pas, et tout. Alors, là, c'est juste après, donc je me reconnecte à Internet, je récupère mes emails, et là... C'est un peu la catastrophe, parce qu'on sauvegarde jamais assez. Et les premières personnes que je consulte pour m'aider à récupérer ce disque sont complètement dépassés par la panne. Et heureusement, je trouve quelqu'un de très très compétent qui lui m'a indiqué qu'apparemment il était très peu probable que ce soit pas ciblé, que ce soit pas quelque chose de ciblé directement. Donc là, je me dis qu'effectivement, je suis réellement quasiment certain d'être... Je me suis rendu compte que mon adresse IP a été blacklistée. Mon adresse IP avait été marquée comme indésirable sur ce site, donc je ne pouvais pas me connecter. Incroyable ça. Vous m'avez dit avoir réussi à rentrer quand même sur le site, bien que vous ayez été justement blacklisté. Oui, c'est ça, donc c'est assez simple, j'ai contourné un peu le système et donc je suis rentré. Et alors là, effectivement, j'ai trouvé une publication, c'était assez intéressante, qui parlait de l'adoption des AFCI aux États-Unis. Et je découvre, d'une part, qu'il y avait une société française, une société américaine qu'on connaissait, et en même temps qu'une société allemande. Et ça, c'est intéressant pour nous, parce que c'est cette même société allemande qu'on avait visitée en 2003 avec Jean-Pierre Donin à Paris, et qui, à Paris, trouvait ça très bien, qui devait faire monter le dossier en Allemagne tout de suite, et là, donc ça avait commencé à freiner bizarrement, et pour finalement, on l'avait poussé tant bien que mal, et c'est cette même société qui, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avait dit qu'ils n'avaient pas prévu, c'était très bien, mais qu'ils n'avaient pas prévu de développement voilà, spécifique dans ce segment de marché où on n'avait pas compris. Et là, on comprend effectivement. Là, c'est quand même très curieux, parce que c'est carrément quelque chose qui nous concerne en même temps. Qu'avez-vous trouvé de plus comme publication?
Ah, j'ai trouvé des publications vraiment très très intéressantes, notamment lors de l'adoption de ces produits. Il y a des gens qui sont un petit peu des sommités en électricité, des gens connus, enfin voilà, qui disent mais attendez, ces produits, les arcs sont pas forcément une cause essentielle d'incendie pour commencer, parce que les statistiques sont trompeuses, les formulaires sont peut-être pas très bien faits, puisqu'on ne peut marquer, les enquêteurs ne peuvent remarquer que lorsqu'il y a un feu soupçonné d'origine électrique, que arc ou alors point chaud, un ballast ou un éclairage, etc. Mais jamais point chaud par effet joule ou connexion, le glowing connection. Quand on sait que les glowing connections sont la cause essentielle des feux d'origine électrique, eux ce qu'ils disent c'est que c'est pas marqué dans les statistiques. Donc ça remonte pas. Et donc dire que les arcs sont une cause et qu'on a le... Enfin, donc voilà, sur l'utilité du produit, bon, il s'interroge, quoi. Et deuxièmement, sur le prix. C'est-à-dire que ces produits-là, d'après ce qui est écrit, seraient vendus 7 fois plus cher que des disjoncteurs ordinaires. Sept fois. 7 fois. Donc évidemment, Énorme. il se demande, voilà, donc, et ça découle évidemment sur le bénéfice entre l'argent qui va être dépensé par le consommateur et la sécurité qui va être apportée. Voilà, puis il y a plein d'autres choses comme ça. Ils expliquent bien le danger des glowing, enfin, nous, tout ce que l'on dit depuis tout ce que notre innovation, les glowing connections, etc. Le danger des points chauds, les incendies, voilà, et apparemment ce produit ne les détecterait pas ou peu, voilà. Ce que vous disiez en 2000 avec Michel, ce qui avait été aussi confirmé par d'autres personnes ensuite, c'est-à-dire l'utilité même de ce concept. À quoi cela sert-il? Ben, c'est ça. Il y a plein de postes et donc on a un autre qui est assez remarquable. Il indique que les produits, lorsque la norme ils ont été imposés, ces produits, ils n'avaient pas encore été développés parce que la norme UL n'aurait pas été elle-même développée. Ce qu'il indique aussi, c'est que les organismes qui ont favorisé l'adoption de ces produits encourent de grands risques juridiques parce que ces produits apparemment ne protégeaient pas des glowing connections. Donc on peut penser qu'ils le font, mais en fait ils ne le font pas. Donc il dit qu'il y a de nombreuses publicités qui vantent cette merveilleuse technologie, mais dans les faits, elle ne marcherait peut-être pas comme tout le monde serait en droit de s'y attendre ou pourrait s'y attendre. Donc ce serait une sorte de publicité trompeuse. Vous avez encore trouvé une autre publication? Effectivement, il y a un poste d'un ingénieur expert qui est assez encore plus incroyable que les autres, car lui, il va carrément monter un banc de test, pour peut-être un marqueur net, je sais pas, et il essaye 3 AFCI de 3 marques différentes. Donc la fonction qu'il teste, c'est la fonction arc en série, et donc il a sur son banc de test, donc il détaille avec un schéma, etc. Il a mis de quoi produire de magnifiques arcs, et donc il produit des arcs quantité phénoménale, et ça ne disjoncte jamais. Il est tellement surpris qu'il vérifie ses câblages, il recommence et ça marche pas. Donc là, effectivement, il appelle les fabricants, et il y en a un qui lui fait une réponse assez incroyable aussi, qu'il y a bien une méthode de test, etc., pour tester cette fonction arc en série, mais qu'elle n'est pas disponible au public. Incroyable. Donc personne peut... Et donc cet ingénieur expert, en conclusion, va demander simplement le retrait de ces produits. En disant qu'ils ne font pas plus que ce que font les disjoncteurs et les dispositifs différentiels. Ça c'est intéressant parce que c'est assez difficile pour un Américain, compte tenu de leur schéma d'installation, de se rendre compte de ça. Pour nous c'est beaucoup plus facile, mais pour eux c'est un peu plus difficile quand même. Vous pouvez nous expliquer pour que tout le monde comprenne? Parce que nous, si vous voulez, on a des installations qui sont légèrement différentes. Donc on a les dispositifs différentiels en tête depuis les années 60. Ensuite, dans les années 90, on a des interdifférentiels, un interrupteur pouvant protéger plusieurs disjoncteurs.
Et enfin, on a une terre qui est séparée du neutre, enfin, etc. Et en plus, nous, depuis les fin des années 80, on a séparé dans les circuits, ça va être trop technique. Les Américains ramènent tout sur un bus neutre. On faisait pareil, on a ramené ça sous la protection du circuit. Donc on identifie vraiment très précisément les défauts. C'est-à-dire que s'il y a un défaut d'isolement ou de surintensité, automatiquement c'est la même protection qui tombe. Donc si vous voulez, pour eux c'est quand même plus difficile de se rendre compte exactement de... Et vous pensez que c'est grâce à cela que ces produits ont pu être imposés? C'est-à-dire que là, tout est mélangé, donc on ne voit pas très exactement qui fait quoi et ce qui se passe. Donc, Vous m'avez dit avoir trouvé une publication d'une réunion qui a eu lieu à la Consumer Product Safety Commission le 7 mai 1998. Sur Internet. Et si vous voulez, c'est un document qui explique un petit peu, on comprend comment les AFCI ont été rendus obligatoires. Donc il y a à cette réunion, il y a le Consumer Product Safety Commission, des membres de cette commission, il y a des industriels, il y a l'inventeur de la fonction détection arc en série, sa société, et en même temps il y a, bonne surprise, des Français, la société... Attendez, que fait la... à une réunion? C'est une société française Alors là, voilà, c'était à l'époque une société, c'est devenu... Oui. Et donc, c'est cette société, en fait, qui va fournir, d'après ce qu'on a compris, la puce électronique qui est installée dans les AFCI. L'autre chose que l'on remarque, c'est que l'ingénieur qui a inventé la fonction détection d'arc, en même temps, a fait un passage quand même de quelques années chez... Donc finalement, les AFCI sont une technologie française. Ça paraît plus français qu'américain. Et vous, Michel, que pensez-vous des publications que trouve Cyril aux États-Unis? Nous, on pense qu'elles sont incroyables, mais quelque part, on s'en doutait. Les essais de cet ingénieur déclenchent une polémique, et dans un autre poste, un autre ingénieur, un autre spécialiste va demander le retrait de ces produits rendus obligatoires. Il demande les retraits de ces produits parce qu'il dit s'ils ne protègent pas des Glowing Connection, alors à quoi servent-ils? Que se passe-t-il alors? Pas grand-chose. Parce qu'il va être convié à un test par un fabricant, un test comparatif entre des Glowing Connection protégés par un disjoncteur et des Glowing Connection protégés par ces AFCI. Lorsque ça chauffe trop, les isolants fondent, enfin, etc. Parce qu'on peut monter à 600 degrés avec un point chaud, c'est énorme. Donc, au bout d'un moment, ça fond. Et puis, alors là, si on a un contact, par exemple, phase terre, tout ça, ça saute. Donc, ça va sauter plus vite. Avec un différentiel, on va très vite. Donc, lui, il constate ça et il dit, bah, c'est quand même, c'est mieux pour la sécurité.
si les disjoncteurs différentiels supprimaient les incendies, nous, ça fait longtemps qu'on n'en aurait plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ils sont sidérés par le projet, ils nous écoutent. Ils le valident techniquement. Ils valident la totalité. Et puis, au bout d'un certain temps, on n'entend plus, bizarrement, on n'entend absolument plus parler. Et systématiquement comme ça. Sans aucune raison. Sans aucune raison apparente. Ils sont traités pour des grandes compagnies françaises, avec les marques de ces grandes compagnies françaises. Et au restaurant, entre la poire et le fromage, il nous dira si je m'embarque avec vous, vous savez ce que j'emballe, j'ai plus une commande et je mets la clé sous la porte. Le directeur de l'Enphare Aquitaine, qui avait dit que quoi qu'il se passe, il soutiendrait pas ce dossier. Incroyable. Absolument, nous avons été reçus donc à Clamart, donc un siège EDF. À Clamart. Donc dans les locaux d'EDF. Bien sûr, Complètement. Voilà. Oui, bien sûr, complètement. Ça remontait à tous les étages. On s'est retrouvé vraiment au niveau d'un plus haut groupe d'une compagnie d'assurance. Il dit clairement à propos de notre innovation, il n'y a que ça. Si on veut supprimer les incendies d'origine électrique, de toute façon, il n'y a que ça. Voilà. Donc, en France, manœuvre, blocage, intimidation, déstabilisation, dossier torpillé. Donc Cyril se tourne vers les États-Unis et chaque fois qu'il a prévu quelque chose avec les États-Unis, comme par hasard, des manœuvres sont mises en place et pour complètement bousiller tout ce qu'il a préparé.
Figurez-vous que c'est exactement ce que je faisais quand je livrais des grosses installations dans les maisons de retraite, tout ça, mes clients. Donc je serrais les conducteurs près des connexions en me disant que si jamais il y avait un point chaud qui naissait à ce moment-là, ben, je laissais une chance d'avoir un contact, etc. Ce que je me suis vite rendu compte, c'est que c'était complètement hasardeux, qu'on avait des dissipations thermiques très importantes, c'est-à-dire qu'à quelques centimètres, on avait des centaines de degrés d'écart par les dissipations thermiques, etc. Donc on ne maîtrisait rien. Et c'est comme ça que j'ai trouvé l'idée de l'invention et de la technologie. C'est de dire, on met la technologie au cœur de la borne, donc, puisque l'échauffement démarre là. Et c'est-à-dire que ce qu'ils disent, ce qui est bien, ce qui arrive et tout ça, la technologie, c'est ce qu'elle fait, si vous voulez, mais d'une manière contrôlée. Donc c'est hallucinant. Il y a 20 ans, je pense à ça, et 20 ans après, je vois que des gens s'émerveillent en disant c'est extraordinaire. Le point le plus important reste quand même que les points chauds aux connexions ne sont toujours pas détectés. C'est ça le plus important. Alors nous sommes fin 2007, début 2008, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Bon là, franchement, on n'est pas bien, quoi, parce que c'est un peu le désespoir, quoi. D'abord financièrement, c'est très difficile, parce que moi, je suis obligé de vendre des biens pour couvrir les annuités des brevets. On est déprimé complet, si vous voulez. Et puis bon, à cause de ces oppositions, des soutiens qu'on n'a pas eu, enfin on va, etc., on a été obligé de taper un peu à toutes les portes, et là on a un peu ramassé de tout. Des gens qui ont voulu nous détourner de la propriété industrielle, d'autres qui... Des filous, des escrocs. Oui, voilà, d'autres qui nous disent on va vous aider, etc., machin. Et puis par derrière, on sait qu'ils nous ont signé des contrats dans le dos pour essayer de nous escroquer. Enfin, c'est vraiment très, très pénible. Alors nous, bon, quand on voit tout ça, cette stupidité un petit peu humaine, quoi, et en même temps, si vous voulez, moi je reçois les alertes sur les feux d'origine électrique. Enfin, c'est vraiment, je sais pas comment... Et on voit des trucs, bon, vomir, quoi. Un vitrol, un gamin qui est brûlé correctement. Avec une prise à radio réveil, j'ai même appelé la journaliste. À Saint-Restitut, je crois qu'il y avait 2 petites filles qui avaient péri dans un incendie. Avec une veilleuse, toujours pareil, sur une prise. Donc on est en plein dans les points de connexion, on fait notre truc, quoi. Et puis j'avais vu à Mantes-la-Jolie, je crois que c'était, une mère de famille qui avait péri, toujours pareil, une prise... Puis bon, il y en a sans arrêt de ça. Il y a récemment, il y a eu Vichy, donc c'est un immeuble très haut standing, etc. Même truc, une prise, voilà, ou je sais plus quoi, voilà, quoi. Des morts et tout. Donc si vous voulez, on est franchement... Ça va être très difficile à vivre pour vous, alors que vous avez inventé le système qui... Mais voilà, c'est ça. Donc nous, on sait exactement, techniquement, on a tous les experts, etc. On sait ce qui se passe et tout ça, et on peut rien faire, quoi. Donc et en même temps, on a les escrocs, les trucs... C'est vraiment, c'est plus que déprimant, quoi. Avez-vous pensé au pôle de compétitivité? Oui, on y a pensé, mais après ce qui s'était passé avec l'Anvar, Aquitaine, d'autant qu'en 2004, on y a eu un rapport de la Cour des comptes, je crois, il me semble, 2004. Ils ne comprenaient pas bien, enfin bon, c'était un peu compliqué, et donc on avait commencé à regarder les pôles de compétitivité, effectivement, enfin 2007-2008, je sais plus quand. Et mais j'avais retrouvé donc à des hautes fonctions dans un des pôles, un responsable R&D de la compagnie qui voulait nous acheter le brevet en 2000, donc je ne suis pas persuadé parce que si on y avait été, ça aurait fait quelque chose d'extraordinaire, quoi. Je comprends. Pourquoi, à l'époque, n'avez-vous rien publié?
Parce que si vous voulez, on n'aurait jamais été crédible. On en avait pas assez pour être crédible. Pour le commun des mortels, si vous voulez, si vous ne faites pas partie du sérail, si vous n'êtes pas ingénieur, que vous n'êtes pas spécialisé dans un centre R&D d'une grande société d'électricité qui va apporter du crédit à ce que l'on dit, on va prendre les noms, c'est des gens comme ça, voilà. Ensuite, bon, si on commence à apporter du crédit à ce qu'on peut dire, on va dire, bon, la réaction suivante, en France, etc., bon, mais l'ANVAR, avec ça, va vous soutenir, etc. Moi, à une époque, j'avais vu un journaliste, il pensait même que c'était l'ANVAR qui donnait les brevets. Il avait, voilà. Donc, bon, alors vous imaginez, l'ANVAR, vous n'êtes pas soutenu par l'ANVAR, non, bon, c'est pas possible, quoi. Et après, alors même si on dépasse ce stade-là, mais dans ce cas-là, les industriels vont se l'arracher. Et là, vous dites, bah non, ça coince, voilà, et donc on vous reprend pour un affabulateur. Enfin, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Donc, nous, en même temps, on sait très bien que si on commence justement à parler de ça, s'il y a des oppositions qui sont ciblées, coordonnées, etc., on va nous faire passer pour un peu n'importe quoi. Et donc, à partir de là, le projet sera complètement décrédibilisé. On ne pourra jamais, si vous voulez, amener ça au public. Donc, pour nous, on pense que la meilleure solution, c'est de faire le dos rond et puis chercher la faille pour réussir quand même à amener la technologie sur le marché. Vous voyez le bout du tunnel en 2009. En 2009, oui. En rencontrant un investisseur qui, lui, semble intéressé. Oui, tout à fait à la fin. Sensibilisé. Oui, à la fin 2009. Lui connaît très bien le problème, pour des raisons, c'est pas du tout sa partie, mais, et donc il connaît très bien la problématique des feux, et donc il dit, ben oui, ce truc-là, ça peut que marcher. On lui explique quand même bien toutes les oppositions, voilà. Et lui, je pense qu'il a envie de faire le bien, c'est un homme d'affaires, mais en même temps, il a envie de sauver des vies, etc. Je pense qu'il est assez humain, donc il dit banco. Cyril, vous vous retrouvez à Las Vegas, Nevada. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pas grand-chose, parce que donc il y a des contrats de secret, enfin, etc. Enfin, on n'a pas. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a une société à Las Vegas qui a été constituée pour développer cette technologie. J'ai conclu un contrat de cession de licence exclusive avec cette société pour mes brevets. Et donc je suis consultant pour cette société à Vegas, et donc j'ai monté une petite SARL pour cette activité de consultant. Donc là, on commence à développer enfin les produits, la technologie, etc. Comment ça se passe-t-il? Au début, les 6 premiers mois, il y a encore des interventions bizarroïdes de Français, on a des complications pas possibles pour tout un tas de choses, les billets d'avion, enfin c'est vraiment très compliqué, on perd 6 mois. Donc on commence à être un petit peu opérationnel 6-7 mois après, en gros, donc à la mi-2010, deuxième partie 2010, et donc là on commence par évidemment développer la technologie, et je fais ça d'une manière pratique avec un petit industriel français qui est assez compétent. On s'entend bien, jusque-là il a toujours été d'une très grande confidentialité, et donc on développe ça et ça se passe plutôt bien. Bonjour, Cyril et vous teniez à ce que vous conserviez votre anonymat, donc pour faire simple, je vous appellerai donc Hervé. Pourriez-vous m'éclairer sur vos compétences? Alors, j'ai une formation à la base d'ingénieur en mécanique. De l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. J'ai tout de suite commencé à travailler dans une société qui fabriquait des produits d'éclairage pour les industriels du meuble. Donc j'ai été tout de suite confronté à la conception et à la normalisation de produits électriques dans le domaine de l'éclairage et d'autres, puisqu'on fabriquait des prises, enfin tout système d'électrification pour les industriels du meuble. Vous rencontrez Cyril dans les années 2004-2005. C'est ça. Comment trouvez-vous son projet? Je le trouve étonnamment simple et innovant. Il m'a plu de suite. Cyril
trouve un certain financement et il revient vous voir et vous commencez à travailler sur les développements. Il me dit voilà, j'ai les financements suffisants, notre objectif est de sortir un projet et une série de protos qui fonctionnent. En partant de l'idée initiale, tout simplement. Vous voyagez beaucoup entre la France et les États-Unis. Voilà, donc évidemment, moi je veux que ces produits soient testés par les Américains, puis c'est une société américaine, donc on a beaucoup de contacts et beaucoup de choses à faire aux États-Unis, donc effectivement je fais la navette, oui. Vous rencontrez les responsables de l'université, je crois. Oui, parce que dans le plan qu'on a prévu au départ, on a envie de faire tester ces produits par une université lors du développement. Et donc l'idée évidemment c'est qu'après l'université publie ses travaux. Comment ça s'est-il passé avec cette université? Cette université, on l'a rencontrée parce qu'une des personnes qu'on connaissait aux États-Unis était plus ou moins référencée. Donc on est reçu à un très haut niveau. Ça se passe très bien. On prend un peu de distance et puis on se dit qu'on va pas passer des années à chercher une université. On a des partenaires américains ou des gens qui pourront tester les produits et valider ces tests, donc on laisse tomber. Mais là encore, quelque chose de bizarre s'est passé effectivement. Quoi donc? Qu'on n'ait pas pu signer les contrats de confidentialité de cette université. Les contrats de confidentialité qu'on nous envoie sont insignés. Nos avocats prennent peur en nous disant personne n'a signé ça, au moins non, on n'y a pas touché. Ah bon, il ne faut surtout pas signer ça. Donc si vous voulez, tout était bien parti. Et là, on a encore une complication. En fait. Soit c'est une coïncidence, je sais pas. Vous avez des partenaires américains? Oui, on fait les États-Unis dans tous les sens, donc évidemment, on a des partenaires américains, oui. Mais on peut pas, c'est confidentiel, on peut pas trop en parler. Et qu'est-ce qu'ils pensent de votre technologie? C'est les mêmes causes techniques, quoi. Donc pour eux, quand ils voient ça, il y en a un, je me rappelle, il m'a écrit « Je suis sidéré parce que je découvre, c'est tellement innovant et pourtant si simple. » Alors, ils emploient le mot virtuel pour quasi... Pour lui, ça supprime quasiment tous les feux d'origine électrique, enfin ce que l'on sait déjà. Donc, il faut que ce soit rendu obligatoire. Pour eux, dans leur esprit, c'est ça. Où en êtes-vous au niveau des développements des produits? On arrive à finalement avoir un prototype de test qui fonctionne bien. Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on fait plusieurs essais, etc. Et nous, enfin, tout ce qu'on disait depuis, on est content, ça marche, tout ça. Donc on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet. C'est à partir de ce moment-là que les difficultés réapparaissent. Oui, on commence à avoir je recommence à avoir des problèmes avec Internet à ce moment-là. On est là, fin 2010, début 2011. Oui, c'est ça, début 2011, les premiers mois de 2011, justement avec ses partenaires américains. Donc j'envoie des mails, ils n'arrivent pas. Alors bon, ma boîte à mail fonctionne parfaitement, sauf avec les partenaires américains. Donc je prends même des nouvelles adresses email pour essayer de faire passer le courrier, quoi. Et ça marche un ou deux coups, et après ça marche plus, enfin bon, voilà. Donc c'est très compliqué, donc là encore, pour réussir à conserver une certaine confidentialité, je crée un site pour ma société, parce que j'en ai pas besoin, mais en fait je crée ça, et dans ce site je mets un espace sécurisé. On y accède avec un login et un mot de passe, et là on peut s'envoyer des mails entre nous. Donc pour tenter de pouvoir travailler, quoi. Je fais ça parce que j'avais envoyé une lettre recommandée à mon provider Free, et en expliquant un petit peu ce qui se passait, ils avaient rien trouvé, ils étaient incapables d'amener une solution.
Où en êtes-vous au niveau des développements des produits? Alors là aussi, ça c'est un peu compliqué parce que il y a une société sur une matière spécifique, logiquement, ça fait longtemps en plus qu'on les connaît. Et donc là, ça prend des proportions, enfin, on n'arrive pas à avoir des contrats corrects, ils veulent que je me déplace, donc on est obligé d'appeler pour faire accélérer la chose, on est obligé d'appeler leurs juristes aux États-Unis. Cyril m'a parlé de difficultés curieuses à propos d'une certaine matière. Donc nous avions besoin d'une matière spécifique dans le cadre de ce projet, et les relations avec la société sont devenues très, pour le moins difficiles et bizarres, à savoir que nous n'arrivions pas à obtenir des échanges normaux pour assurer le développement et on va dire au moins les essais autour de cette matière. Ça prend tellement ça prend de telles proportions, si vous voulez, que finalement on laisse tomber. Et donc on passe avec une autre matière plus simple, et finalement on a bien fait, c'était encore plus efficace. Donc on a été obligé de se rabattre sur des matières entre guillemets beaucoup plus standards, plastiques, et qui nous ont permis d'arriver au même résultat. Et là encore, si vous voulez, c'est un point qui est étonnant, quoi, parce qu'il y a des marchés énormes, et on connaît cette société, tout doit aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, et au moment où on met en pratique, Vous aviez validé une stratégie qui, selon vous, devait, si les actions étaient bien menées, aboutir à ce que ces produits soient lancés sur le marché américain. Vous pouvez nous en dire plus? oui, une stratégie, c'est confidentiel, donc c'est un peu difficile. Mais il est clair qu'il y avait des actions à mener, si vous voulez, qui étaient bien précises, qui étaient chiffrées, etc., qui devaient se dérouler selon un ordre prévu. Et donc, effectivement, selon nos amis américains qui n'étaient pas tout à fait naïfs non plus, il était clair que si on menait ça à bien, c'était très très difficile d'arrêter les produits après.